Pour la troisième fois depuis 2020, l'ARTC Sud, Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales, organisait le jeudi 26 janvier 2023 une journée dédiée aux aidants de patients atteints justement de tumeurs cérébrales. Un troisième acte organisé cette fois-ci à Sainte-Catherine, Institut du cancer Avignon-Provence, autrement dit l'ICAP. Au terme de ce nouveau rendez-vous, ces intervenants, des professionnels de santé, une aidante et bien sûr des membres de la direction de l'ARTC Sud abordent dans ce reportage plusieurs volets consacrés au thème de cette rencontre, à commencer par les objectifs de l'événement. L'objectif de cette réunion, c'est de mettre en contact les malades, les aidants, avec le monde médical soignant et les associations, de manière à échanger, à faire un petit peu le listing, la liste de leurs besoins, de leurs désirs, et essayer de leur apporter une réponse. La complexité, c'est d'abord celle du diagnostic. C'est-à-dire que, en fait, on a dans le cerveau, si on ne prend que les tumeurs qui naissent dans le cerveau, on a une centaine de tumeurs différentes. Et même si on prend les plus fréquentes, il y a plusieurs types très différents. Et le diagnostic précis, adéquat, est vraiment très important parce qu'avec une tumeur du cerveau, on peut avoir des modes évolutifs qui sont très différents, des sensibilités au traitement qui sont très différents. Et si le diagnostic n'est pas bien porté au départ, si la stratégie de départ n'est pas adaptée, eh bien on peut se retrouver soit avec des toxicités sur le très long terme, soit avec des prises en charge douloureuses pour tout le monde. Et donc cette partie diagnostique, avec une difficulté, c'est que c'est effectivement des maladies rares. Et donc il faut en voir beaucoup pour de temps en temps arriver à percevoir les variantes et avec l'expérience. Et puis disposer aussi d'un environnement d'imagerie, de biologie moléculaire, de génétique, qui permet d'aider et de répondre aux questions précises. Nous avons essayé avec Julien de le mettre sur ce que c'est qu'un accompagnement d'un patient, mais aussi d'un aidant, dans un monde très obscur qui est la tumeur cérébrale, dans l'obscurité, dans l'évolution et dans la symptomatologie qui va régler le quotidien. Les conséquences que tout cela va pouvoir avoir sur le quotidien, le retentissement sur la famille, sur les enfants, les aidants. C'est mon cœur de métier de faire du lien. Je dirais que quand on est psychologue dans une structure comme celle-là, on est souvent appelé pour tout ce qui va toucher à la communication, à la rencontre. On est, je crois, bien souvent un des premiers soins de support un peu interpellés. Peut-être que c'est pas si étranger au fait que c'est les patients qui l'ont demandé en premier. Je crois que les états généraux du cancer en 98, ce qu'on nous demandait en premier les patients, c'est qu'on les écoute en fait. Et ça a été un peu le socle de ma fonction au sens de psychologue au sein d'une unité de psycho-oncologie. Parce que la psycho-oncologie, c'est bien le travail de collaboration entre les médecins spécialistes et le champ de la psychologie et de la psychiatrie, et de mettre en commun ça pour essayer de trouver un espace pour qu'on laisse plus de place à la parole du malade. Tout simplement parce que ça me tient à cœur de maintenant reprendre peut-être un petit peu le flambeau que mon mari a porté pendant 10 ans avec cette maladie. Et que faire partie de la RTC pour moi, c'est très important pour donner la parole justement aux aidants et donner le témoignage de ce qu'on peut avoir traversé. C'est tout simplement que mon mari avait un glioblastome et que je l'ai accompagné pendant 10 ans avec cette maladie, entrecoupée de traitements, d'effets secondaires, de détresse psychologique, de vulnérabilité. Et c'était évident pour moi que j'en vienne à ce jour ici, à la RTC. À la fois, c'est des compagnons essentiels,
mais qui doivent être à la place de l'aidant. C'est-à-dire que la personne que l'on soigne, c'est le malade. Et il ne faut jamais faire de mélange entre le malade et l'aidant. Voilà. Celui qu'on soigne, c'est le malade. Mais c'est vrai qu'on est dans une maladie où il y a souvent une perte d'autonomie, qu'elle soit intellectuelle, cognitive ou fonctionnelle, qui fait que le rôle de l'aidant au quotidien est très important. Et l'aidant, c'est sa place principale. Il est dans ce quotidien, au jour le jour, avec le malade. C'est lui qui se réveille à 3 h du matin quand il y a un problème et qu'il faut aller chercher de l'eau, quand quelqu'un est tombé. C'est ce quotidien-là. Donc nous, ponctuellement, on essaie d'écouter, d'apprendre, d'appréhender et de cheminer avec ça. Mais l'aidant, il est là tout le temps, H24. Et c'est d'abord lui. Et en plus, avant d'être aidant, il est d'abord le fils, la fille, l'amoureux. Et cette place-là, il faut l'accompagner, la respecter et l'entendre. Les aidants, c'est ce qui permet de vivre au quotidien pour nos patients. C'est ce que disait Julien lorsque nous avons fait notre présentation, c'est leur présent, leur avenir et leur futur. Ce premier rendez-vous, il est violent quand on apprend le diagnostic. Je pense que c'est important qu'on puisse peut-être réajuster ça avec le corps médical. Après, sur la suite, je pense que c'est tellement intime. On n'a pas ce même rapport à la maladie, que ce soit dans le couple où il y a l'aimant qui est malade, et que ce soit le rapport avec le médecin, le professeur. On est tous des êtres uniques, donc les affinités qui peuvent se créer, c'est tellement personnel que je ne peux pas dire comment ça peut se passer pour les autres. En tout cas pour moi, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été écoutée, entendue, assistée. C'est tout ce que je retiens. Je me rends compte notamment lorsqu'à l'annonce, j'ai eu un coup de fil récent de parents qui étaient complètement catastrophés et à la limite du divorce parce que leur fille ne voulait plus leur parler, elle voulait se débrouiller seule à Marseille. Et j'ai réussi, ils écoutaient tout ce qui se disait à droite à gauche et j'ai réussi à les convaincre qu'elle était bien suivie, etc. Et finalement, j'ai eu non seulement la fille qui m'a téléphoné, mais les parents qui ont tous trouvé que cette écoute était très importante. J'aurais tendance à dire que la RTC, c'est un noyau. C'est le noyau de tout. Et à partir de là, tout va graviter. Et si on gravite autour de la RTC, et si on fait partie de ce noyau, ben forcément, ça va rayonner. Ce que je retire, c'est d'abord la richesse des échanges, la sincérité des gens et la justesse de leurs arguments, de leurs témoignages. En fait, tout le monde ressent un petit peu la même chose, mais chacun dans son domaine. Et donc, ce type de rencontre permet d'ajuster, de mettre en phase les attentes du monde médical, du monde associatif, des patients et des aidants. Je pense que cette rencontre est très très importante parce qu'en effet, les aidants ont un rôle essentiel à jouer pour aider le parcours des patients. Et notamment, la RTC Sud œuvre dans cette voie depuis déjà plusieurs années par le biais de l'écoute, par la présence, nous sommes tous des bénévoles et nous avons des bénévoles qui vont dans les hôpitaux près des patients, qui les écoutent, qui écoutent les aidants, les parents. Et je pense que nous pouvons les orienter et les guider d'une manière beaucoup plus précise parce que tout ce qu'ils entendent à droite et à gauche les perturbe et ils ne savent plus où ils en sont. Et là, nous sommes là pour les réorienter, leur montrer qu'il y a des voies plus directes et plus saines, plus sûres. C'est la ligne téléphonique, c'est le site internet, c'est la liaison sur les réseaux sociaux aussi. Nous avons un journal, Le Lien, qui tous les ans est diffusé à tous nos cotisants et même au-delà. Et en fait, et même nous sommes membres fondateurs du GPS Cancer au niveau national,
qui est là aussi pour donner des idées, enfin, orienter vers les services sociaux et d'autres sites plus, j'allais dire, moins médicaux.